Bonsoir, bienvenue sur Mediapart Live qui continue et qui vous propose toujours cette offre exceptionnelle. Si vous voulez vous abonner et découvrir Mediapart, vous pouvez acquérir 6 mois de lecture pour 20 €. On va parler d'Europe et de projets pour démocratiser l'Europe. Avec moi pour mener ce plateau, Martine Orange, qui est journaliste à Mediapart, qui traite notamment du domaine économique. Et nos invités sont Stéphanie Hennette, bonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris-Nanterre. Et puis Thomas Piketty, vous êtes économiste et directeur d'études à l'EHESS. Et donc on va parler de votre initiative, qui est une initiative avec 2 volets, pourrait-on dire, une volonté de démocratiser l'Europe, une proposition qui est sur la table pour démocratiser l'Union européenne, plus précisément, à travers un budget qui est là pour proposer des biens publics qui sont là pour améliorer le progrès humain en Europe. On va en parler, mais évidemment, le débat public en France est saturé par la question des Gilets jaunes, des réponses d'Emmanuel Macron. Et comme vous êtes aussi celui qui, depuis des années, a défendu une révolution fiscale, Martine Orange, j'avais 2 petites questions à vous poser avant qu'on rentre dans le vif du sujet européen. Alors, j'ai promis, on va pas s'attarder sur les Gilets jaunes, mais quand même, vous avez été beaucoup au cœur de toutes les réflexions sur les inégalités, sur l'inéquité fiscale qui est au cœur quand même des Gilets jaunes. Il y a eu les réponses apportées par Emmanuel Macron. Je voudrais vous poser quand même une question, parce que ces derniers jours, on vous a beaucoup entendu, notamment au sujet de l'ISF, qui est quand même l'impôt emblématique, si je puis dire, de toute l'injustice fiscale, etc. Est-ce que vous ne regrettez pas à un moment, puisque de toute façon, Emmanuel Macron a fait de cet impôt un sujet tabou, si je puis dire, vous en avez fait un totem. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir centré uniquement le débat autour de l'ISF, parce qu'à côté de ça, il y a des tas d'autres mesures fiscales par le gouvernement, notamment le CICE, notamment toutes les mesures qui ont été prises, qui participent d'ailleurs totalement dans la politique budgétaire européenne, d'une dévaluation interne pour l'Europe, et d'une politique de l'offre. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir recentré tout sur l'ISF ? Moi, oui. je pense pas avoir cette responsabilité. Dans votre critique sur D'abord, donc la crise des Gilets jaunes, c'est vraiment une crise sur la justice fiscale. Notre manifeste sur l'Europe, c'est un manifeste pour la justice fiscale en Europe. Donc on est au cœur du sujet, parce que la vraie réponse, au-delà de ce qu'on peut faire en France, c'est de changer l'Europe, de transformer l'Europe. Et si on ne la change pas, elle finira par se changer toute seule dans des crises. Et penser qu'on va rester dans la situation actuelle très longtemps, c'est, je pense, une erreur. On se prépare à des crises en Europe. Et nous, on veut préparer ces crises, préparer voilà, quel sera le débouché politique, notamment en matière de justice fiscale. Alors, cela étant dit, on peut aussi faire des choses en France, et c'est important. L'impôt sur la fortune, je pense que c'est un impôt qui pourrait rapporter beaucoup plus qu'il ne rapporte, qui rapportait 4, sur le point de rapporter 5 milliards d'euros, parce que les recettes sont très dynamiques, comme on dit, puisque les patrimoines qui sont derrière sont eux-mêmes très dynamiques. Donc c'est pas rien quand même, 5 milliards d'euros. Le budget total des universités, de l'enseignement supérieur en France, c'est 12 milliards. Donc le budget par étudiant a diminué de 10 ou 15% ces dernières années. Bon, rien qu'avec l'argent de l'ISF, il aurait pu augmenter de 20 ou 30%. Donc on parle... CICE, c'est 20 milliards. On parle de ça, oui, mais là ça pèse vraiment sur une petite catégorie de la population, et néanmoins, ça pèse lourd. Donc, moi, je pense que Emmanuel Macron, là, a essayé de gagner du temps. Donc il a laissé de côté la question de l'impôt sur la fortune. Il a aussi laissé de côté la question de la taxe carbone, du changement climatique. Bon, il va pas pouvoir laisser ça de côté très longtemps. Je pense que là, il a gagné du temps, mais ça va lui retomber dessus très rapidement. Et je pense que la question qui se pose à lui, là, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour lui ? C'est-à-dire, est-ce qu'il veut être le prisonnier de cette idéologie pro-riche des années 90, quand il était étudiant, ou est-ce qu'il veut se mettre dans les années 2020 et arrêter de dépenser tout son argent à faire des cadeaux à des personnes qui n'en ont pas besoin, et à se consacrer sérieusement à la question de la transition écologique, ce qui exige d'y mettre les moyens pour compenser socialement les personnes qui sont mises à contribution. Et donc, à mon avis, la chose de base à faire, c'est rétablir l'impôt sur la fortune et d'affecter les recettes à la transition écologique, et ainsi de pouvoir poursuivre une trajectoire d'augmentation de la taxe carbone. Mais là,
c'est quand même un gâchis monumental par rapport à l'idée même de taxe carbone, tout ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont essentiellement, ils ont levé 4 milliards d'euros d'impôts en plus en taxant les carburants en 2018, et il y avait 4 milliards de plus qui étaient prévus en 2019, non pas en affectant tout ça à la transition écologique, mais en affectant à peine 10% à la transition écologique, et le reste pour financer notamment la baisse de l'impôt sur la fortune et la flat tax sur le capital. Donc on a... enfin voilà, c'est un gâchis monumental. Après, ça n'empêche pas de parler de tout un tas d'autres questions fiscales, mais je pense que l'impôt sur le patrimoine est une question très importante. Parce que derrière l'impôt sur la fortune, il y a un autre impôt sur le patrimoine qui se dissimule, qu'on oublie un peu, qui est la taxe foncière, qui représente 40 milliards d'euros. Hein. Et en fait, l'impôt progressif sur le patrimoine, sur les plus hauts patrimoines, ça pourrait rapporter beaucoup plus que ça rapporte actuellement. Donc on n'est pas sur des choses symboliques, comme trop souvent certains le disent au sujet de l'impôt sur le patrimoine. Une autre question sur... Deuxième question, après c'est fini, on repart sur l'Europe, mais on n'en est pas loin finalement quand même. Parce que dans toutes les questions, quand on parle des inégalités, on est finalement entre le premier et le 10e décile. Et on ne regarde pas tellement ce qui se passe au milieu. Et on voit bien aussi dans les mesures qui ont été annoncées, est-ce qu'on n'oublie pas trop les classes moyennes, ces invisibles sur lesquels finalement ne cesse de porter la charge fiscale? Oui, sans doute. Enfin, je ne sais pas qui se focalise sur le bas, sur le haut. En fait, tout le monde prétend parler des classes moyennes. Après, la façon dont cette catégorie est instrumentalisée par les uns, par les autres, est pas toujours très précise et très convaincante. Bon, concrètement, moi je pense qu'on peut... on a un système qui pèse beaucoup trop lourdement sur les bas et les moyens salaires et qui pourrait aujourd'hui... Il y a les marges de manœuvre en France compte tenu de la prospérité des plus hauts revenus, des plus hauts patrimoines, pour avoir un système qui permette d'augmenter assez fortement le pouvoir d'achat de tous les bas et moyens salaires en France. Et c'est ça, c'est ce sur quoi une réforme fiscale ambitieuse devrait se concentrer. Alors, on va rentrer du coup dans le cœur de votre initiative qui a été diffusée dans plusieurs titres de la presse européenne. Hein. Vous avez fait un site spécial et puis aussi des tribunes dans la presse belge, dans la presse britannique. Si je résume, au fond, il s'agit de créer par-delà les traités existants une assemblée européenne avec des députés nationaux, des députés communautaires qui soient capables de voter un budget bien plus ambitieux que l'actuel budget européen, lui-même capable de financer des choses telles que la transition écologique, la justice sociale ou l'accueil des migrants de façon bien plus conséquente qu'aujourd'hui. Alors, avant qu'on rentre dans le détail des recettes et des dépenses, parce que vous mettez une proposition très concrète sur la table, on voulait quand même poser des questions sur, on va dire, l'opportunité de cette initiative à ce moment-là et de la forme qu'elle prend. Je m'explique avec une première question, du coup peut-être pour vous, Stéphanie Hennette, puisque ce type de proposition avait déjà été fait en 2017, au moment de la campagne présidentielle. Benoît Hamon, le candidat socialiste, s'en était emparé. Et justement, c'est pas resté à l'époque comme une des plus grandes réussites du candidat. C'est apparu souvent comme quelque chose d'assez compliqué à porter. Dans le débat public, c'était vraiment pas très clair. Et surtout, là, Benoît Hamon, je sais pas... où il en est là par rapport à vos propositions, et on n'entend plus vraiment parler de ce genre de choses. Donc vous, quel bilan vous avez tiré de cette expérience-là avec Benoît Hamon, et qu'est-ce qui fait que la proposition actuelle d'aujourd'hui, elle est différente? Bon, je ne sais pas si c'est très intéressant de rentrer dans le bilan d'une proposition qui a déjà été faite, qui là est revisitée, je vais vous dire un petit peu comment, mais c'est pas parce qu'une proposition ne prend pas immédiatement qu'elle est pour autant viciée ou vouée à l'échec ou pas intéressante. Il y a une multiplicité de facteurs autour d'une campagne présidentielle qui font que telle ou telle proposition peut effectivement ne pas prospérer à sa juste valeur. Cela étant, ce qui est important à comprendre peut-être sur la démarche, je crois que c'est important de réfléchir à la manière dont les propositions arrivent, c'est une démarche qui peut-être est un petit peu singulière, qui rassemble pour la réflexion sur cette proposition, des économistes, des juristes, des politistes, qui ont tous à différents titres travaillé sur l'Europe directement ou sur certaines des questions qui sont adressées par ce budget. Comme c'est véritablement une proposition qui part d'universitaire, de la réflexion universitaire, depuis
la formulation initiale de la proposition, le travail a continué. Le travail a continué, on a organisé des séminaires, des débats, on a continué à travailler entre nous et on a essayé d'incorporer beaucoup de remarques, de réflexions qui nous avaient été faites. Et en particulier, et c'est probablement le point sur lequel il y a l'évolution la plus notable, en particulier, la proposition initiale, elle était, il est vrai, centrée sur la crise de la zone euro. Et la proposition initiale se limitait à une assemblée parlementaire de la zone euro. Et il est vrai que par rapport à l'état du projet européen, on a été assez sensible à l'idée que pour réinsuffler véritablement un projet européen, il ne fallait pas partir fataliste dans l'idée que l'Europe se disloquait aujourd'hui entre des espaces où on va penser l'Europe des migrations avec des institutions, des règles juridiques spécifiques, des espaces où on va penser simplement la zone euro. Et donc on a revu un peu l'ambition parlementaire au principe de la proposition à la hausse. Et c'est aujourd'hui vraiment une assemblée européenne, même si bien sûr il y a un certain nombre de questions, et notamment toutes les questions budgétaires, économiques, etc., spécifiques de la zone euro qui continuent de se poser. Mais ça, c'est quand même un point d'évolution assez notable. Il y a un moment, alors, vous sortez ce projet à un moment un petit peu clé, un petit peu où pendant 18 mois, si on veut, après l'élection d'Emmanuel Macron, justement, on a reparlé d'une réforme de la zone euro, on a reparlé de réinsuffler un nouveau souffle en Europe, on a parlé de budget européen, on a parlé de taxation des GAFA, et la semaine dernière, on a vu qu'il y avait un désaccord total sur tous ces sujets, que personne ne voulait avancer, et même sur des sujets aussi très techniques, comme sur un accord sur l'union bancaire, ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Est-ce qu'on a envie de se dire, mais on a dans un tel état en ce moment en Europe, est-ce que vous ne faites pas un peu preuve de naïveté en pensant qu'un nouveau projet pourrait réinsuffler un esprit européen qu'on a le sentiment de voir se désintégrer tous les jours? Moi, je crois qu'on peut inverser un peu la question et dire que peut-être, ce qui fait preuve de naïveté, c'est de continuer à essayer de lancer des propositions qui sont vouées à l'échec dans le cadre institutionnel qui existe aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de projets, la taxation des GAFA, à cause des règles d'unanimité qui sont en vigueur aujourd'hui, d'une certaine manière, qui sont presque vouées à l'échec. Nous, ce qu'on propose, c'est de partir d'abord d'une compréhension critique de la manière dont l'Europe a considérablement changé depuis, disons, au moins les 10 dernières années. Depuis la crise de 2008. Depuis la crise de 2008. Et ce qui est très intéressant, c'est de vraiment mesurer que le cœur du gouvernement de l'Europe aujourd'hui, il est insaisissable par les procédures juridiques et démocratiques de contrôle qui devraient exister dans des ordres juridiques aboutis. Le cœur du gouvernement de l'Europe aujourd'hui, c'est des administrations européennes et nationales, avec quelques institutions qui sont insaisissables parce qu'elles sont indépendantes, à l'image de la Banque centrale européenne. L'emblème, évidemment, de ce gouvernement de l'Europe, c'est l'Eurogroupe, qui est à peine mentionné dans les traités, qui, de ce fait, n'est pas contrôlé, puisque quand une institution n'est pas mentionnée, par définition, il n'y a pas les procédures de contrôle qui existent. Oui, c'est un groupe informel, en fait, mais qui a été capable de tourner le bras de la Grèce. Et une des seules références à l'Eurogroupe dans les traités utilise le mot informel. Donc c'est dire à quel point on est vraiment à des milliers de lieux de procédures véritablement de contrôle. Donc nous, on a, je pense, pour partie inversé la question, en disant si on prend au sérieux cet enjeu très très important de dire que là où il y a le gouvernement de l'Europe, il faut qu'il y ait les contrepoids démocratiques, de contrôle, d'orientation des politiques. Et donc, dans ce cadre rénové, on n'a pas de raison de partir d'une perspective défaitiste sur le fait que ça va pas fonctionner. En tout cas, ça peut pas être la même critique que celle qui est faite à la manière dont les choses se déroulent aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent, justement, cette assemblée de l'Europe que vous proposez, cette nouvelle assemblée européenne qui vient en plus des institutions existantes, qu'est-ce qu'elle a de plus démocratique, par exemple, que le Parlement européen? Ou quelles compétences, en plus, elle a par rapport au Parlement européen? Enfin, comme vous voulez. Un mot, juste pour dire que c'est pas un concours de démocratie, c'est pas un concours de quelle est l'assemblée la plus démocratique. On attend quand même un peu de valeur ajoutée là-dessus. La raison pour laquelle il nous semble justifié
de faire monter une assemblée qui est composée en large part de parlementaires nationaux, c'est précisément à cause du fait que ces transformations du gouvernement de l'Europe font que l'Europe aujourd'hui, c'est pas l'Europe du projet initial avec des sphères bien partagées entre l'Europe et les nations. C'est un projet européen, enfin une action européenne qui pénètre au cœur des pactes sociaux nationaux, et il nous paraît essentiel que ceux-là même qui sont impactés par des réformes qui touchent aujourd'hui le marché du travail, la protection sociale, etc., soient associés à la décision et au contrôle. Donc c'est pas tellement plus démocratique que le Parlement européen, c'est juste qu'il y a des lieux qui doivent véritablement être mobilisés. Et le but, les pouvoirs en plus de cette Assemblée européenne par rapport au Parlement européen, c'est que le but, c'est d'avoir une Assemblée qui soit vraiment souveraine, en particulier sur les questions de justice fiscale. Donc je repars vraiment de la justice fiscale, parce que le sujet numéro 1, c'est qu'à cause de la règle de l'unanimité en matière fiscale, à cause du fait que le Luxembourg, l'Irlande peuvent tout bloquer, on s'est pris depuis maintenant des dizaines d'années dans une logique où on baisse sans arrêt les impôts de ceux qui sont déjà les premiers gagnants de la mondialisation et en particulier de l'intégration économique européenne, les plus grandes sociétés, les ménages aux plus hauts revenus, au plus haut patrimoine, et on surcharge sans arrêt ceux qui sont réputés immobiles et qui n'ont pas d'autre choix que de rester là et d'encaisser ces hausses. On appelle le dumping fiscal. Et ce dumping fiscal-là, on en parle depuis tout le temps, etc., mais ça ne changera pas tant qu'on n'aura pas revu fondamentalement les institutions. Et ça, le point important, c'est qu'on ne peut pas y arriver tout de suite comme ça à 27, à 28. Donc il faut acter le fait qu'on a besoin d'institutions démocratiques pour les pays qui le souhaitent. Et c'est pour ça que le point important de la proposition de traité, c'est que ça peut être adopté, ça peut être la France et l'Allemagne, ça peut être la France et la Belgique. Bon, c'est encore mieux si c'est la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Et le but, un jour, le plus tôt possible, c'est de convaincre les autres pays de rejoindre. Mais on ne peut pas attendre aujourd'hui. Donc cette Assemblée européenne, pour résumer très rapidement la proposition, l'Assemblée européenne, dans le projet qu'on met sur la table, elle est composée pour 80% de ses membres par des membres issus des parlements nationaux, à proportion de la population de chaque pays et des groupes politiques de chaque pays, parce que c'est important de comprendre que la France ou l'Allemagne, c'est pas une seule opinion, il y a tous les groupes politiques qui existent, et pour avoir ce débat, il faut que tous les groupes politiques des différents pays soient représentés, et pour 20% de ces membres, elle sera représentée par des membres de l'actuel Parlement européen. Ce pourcentage exact, 80%, pourrait être différent. Nous, on met une proposition sur la table, elle n'est pas censée être parfaite, elle a le mérite d'exister, mais on veut vraiment que tout le monde se l'approprie, la modifie. Ça pourrait être 50%. Le point important, pour insister sur ce que disait Stéphanie à l'instant, c'est que si c'était trop abaissé, techniquement, ça pourrait aller vers 0%, et dans ce cas-là, on aurait le Parlement européen actuel. Ce serait une erreur politique. Techniquement, c'est possible, mais d'un point de vue de la légitimité démocratique, comme le disait Stéphanie, à partir du moment où on veut une Assemblée européenne qui intervienne vraiment au cœur du pacte social et fiscal des États, laisser complètement de côté les parlements nationaux, c'est s'ouvrir la possibilité à des conflits de légitimité démocratique future entre des élections au Bundestag, à l'Assemblée nationale en France et au Parlement européen, dont on ne se sortira pas. Il y aurait quelque chose de très schizophrène. Je dis ça à nos amis fédéralistes parfois qui sont trop conservateurs dans leur vision du Parlement européen actuel comme la seule forme de démocratie parlementaire en Europe. Il y aurait quelque chose de très schizophrène à vouloir priver les parlementaires nationaux de participer au vote de l'impôt européen et en même temps de laisser aux parlementaires nationaux le plus grand des pouvoirs, qui est de pouvoir sortir de tout ça. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on n'est pas dans le cadre des États-Unis d'Amérique où quand le sud du pays veut s'en aller, on lui fait la guerre. Aujourd'hui, si un pays veut sortir, si le Bundestag ou le Royaume-Uni veut sortir, il sort. Et c'est son Parlement national qui en décide, ou éventuellement un référendum. Donc c'est quand même très très schizophrène de dire « Ah non, il ne faut pas que les parlementaires nationaux votent l'impôt, mais par contre, à la fin des fins, s'ils ne sont pas contents des impôts que vous avez votés à votre place, ils pourront en sortir. » Donc vous voyez, il faut entraîner au contraire les parlementaires nationaux dans cette histoire. Et au passage, c'est un projet, le projet qu'on défend avec Stéphanie, avec ce collectif, on a plus de 120 personnes de tous les pays d'Europe qui nous ont rejoints. C'est un projet qui, je pense, est en fait beaucoup plus ambitieux du point de vue d'une ambition démocratique fédérale européenne, parce que ça revient à transformer les élections législatives nationales en élections européennes. C'est-à-dire que ça obligerait, si c'était adopté, tous les candidats aux élections législatives nationales, tous les partis, à nous dire ce qu'ils voudront faire dans l'Assemblée européenne, ce qu'ils voteront dans l'Assemblée européenne. Ils pourront plus se contenter de se défausser sur Bruxelles en disant « de toute façon, tout ça, on n'est pas concerné, on n'y peut rien, c'est de la faute de Bruxelles, etc. » qui est l'élément qui mine
le débat européen. Donc il faut au contraire les obliger de faire en sorte que la matière européenne n'est pas une matière facultative lorsqu'on vise des fonctions législatives nationales. Et donc je pense qu'au fond, c'est plus ambitieux comme vision d'un idéal démocratique européen que de se limiter à l'actuel Parlement européen qui n'est absolument pas souverain en matière fiscale. Et je pense que la seule façon de contourner les gouvernements nationaux et de créer de la délibération démocratique majoritaire parlementaire en Europe, c'est de s'appuyer sur ces parlements nationaux. Sur la naïveté que vous évoquiez tout à l'heure, je pense qu'il faudra qu'on y revienne, mais je veux dire très clairement que, comme disait Stéphanie, la naïveté, ce serait de croire qu'on peut simplement attendre les prochaines sorties de l'Union européenne, les prochains démantèlements. Il va y avoir des crises, il faut s'y préparer. C'est à ça qu'on essaye de contribuer modestement. On va revenir sur la question de la naïveté, parce que Martine Orange et moi avons beaucoup de questions là-dessus. On va quand même regarder, parce que c'est aussi le pari de cette émission, on prend du temps. On va regarder concrètement ce que vous proposez, ce que vous mettez sur la table aussi. On a deux graphiques qu'on a tirés de vos documents sur votre site. Il y en a un qui présente les recettes. C'est-à-dire d'où viendrait l'argent de ce budget. Je ne sais pas si on peut peut-être le voir. Donc, comment ce budget est-il financé? Donc, en gros, le camembert là, représente 4% du PIB européen, donc de la richesse européenne, et on voit la répartition donc des impôts sur les bénéfices de société, sur les hauts patrimoines, les hauts revenus, les émissions carbone. Et vous avez proposé aussi un volet dépenses, c'est-à-dire comment seraient dépensés ces 4% de la richesse européenne. Et là, ça pourrait aller vers des exemples que j'ai donnés tout à l'heure, avec cette particularité, c'est-à-dire la moitié serait reversée directement aux États. On leur dit, vous avez le choix de dépenser comme vous voulez. Et puis, vous avez des propositions sur la recherche, la croissance soutenable, et puis notamment l'intégration des migrants. Pour qu'on comprenne bien, en fait, ces 4% du PIB, ça représente quoi aujourd'hui et est-ce que c'est un type de montant qui peut nous aider à répondre aux problèmes de l'austérité qu'ont subi notamment les pays du Sud et dans une proportion moindre des pays comme la France? Alors peut-être deux éléments de comparaison. Actuellement, le budget de l'Union européenne, c'est à peu près 1% du PIB. Et ça, ce serait un budget additionnel pour les pays participants à l'Assemblée européenne, et ce serait donc 4 fois plus élevé. Un autre élément de comparaison qui peut-être est plus parlant encore. L'État fédéral américain, avant la crise de 1929, pesait à peu près 2% du PIB américain. Il a bondi à 7-8% à la fin des années 30. Donc un bond de 1 à 4% du PIB, c'est pas exactement la même chose, mais c'est le genre de choses qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'on passe d'un État fédéral minusculissime à un État fédéral qui reste beaucoup plus petit que les États fédérés qui brassent 30-40% du PIB, mais qui commence à peser. Et dans notre projet, ce n'est pas la fin du processus. C'est-à-dire que nous, on propose ce budget pour donner une vision concrète de ce que pourrait adopter cette Assemblée européenne, mais rien ne l'empêche dans le traité d'aller plus loin. Le point important dans ce traité, c'est que cette Assemblée européenne, au lieu de toujours faire des choses en moins, en dérégulant, en retirant des droits sociaux, des droits qui ont été développés par les États, nous, elle peut faire que des choses en plus. C'est-à-dire que cette Assemblée européenne, elle a le droit de voter un impôt progressif sur les hauts revenus qui s'applique dans tous les pays concernés. Elle a le droit de voter un impôt progressif sur les hauts patrimoines, sur les sociétés, un impôt minimal sur le carbone. Rien ne l'y oblige et il n'y a pas de limite à ce que... Voilà, ça s'ajoute aux impôts des pays. Elle peut fixer des taux minimums pour les pays, mais elle ne peut pas retirer des choses. C'est-à-dire, si la pire des choses qui pourrait aller arriver à cette Assemblée, c'est qu'elle ne vote rien. Je pense qu'au moins sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés, je pense que même un député de centre-droit allemand aurait envie d'avoir un impôt sur les grandes multinationales qui soit plus élevé que sur les petites et moyennes entreprises allemandes. Et la seule raison pour laquelle ils ne le votent pas actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'assemblée qui a le pouvoir de voter cet impôt. Donc, je veux dire que cette assemblée, elle ne votera pas forcément le budget de nos rêves qu'on propose là, bon, qui n'est pas... On pourrait être plus ambitieux, hein, c'était pour donner des idées, mais je pense que si on lui donne le pouvoir, elle voterait quelque chose. Hein. Et cette idée qui, des fois, tue l'Europe, que les institutions sont parfaites, mais on n'a pas les bons électeurs, on n'a pas les responsables politiques, et il suffit de se plaindre et d'attendre qu'ils deviennent mieux. Je pense que c'est faux. Ce sont les institutions, avant tout, qui posent problème, et qu'avec les mêmes responsables politiques qu'aujourd'hui, les mêmes électeurs qu'aujourd'hui, je pense que cette Assemblée
au minimum sur l'impôt sur la société et aussi sur l'impôt minimum carbone. Parce que ce que pourrait faire cette Assemblée, immédiatement, par exemple, c'est de taxer le kérosène de ceux qui partent en week-end à Rome, au moins autant que de ceux qui veulent remplir le moteur de leur mobilette ou de leur voiture en Indre-et-Loire. Ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que faute de coordination européenne, c'est 0% sur le kérosène, ce qui est quand même vraiment pas beaucoup. Et par contre, on augmente sur les carburants. Et après, on s'étonne que les gens ne comprennent pas. Voilà, mais ça fait partie des choses que notre impôt carbone de l'Assemblée européenne pourrait voter. Alors, pour bien comprendre cet aspect, cette Assemblée peut voter des choses en plus. On va vraiment insister sur la question de la cohérence de ce projet. Je me tourne vers vous, Stéphane Linette, puisque vous êtes la juriste un peu du duo. La proposition, c'est donc de venir en sus des traités existants. Donc, vous dites, voilà, les traités, ils sont compliqués à changer, donc on ne s'embarrasse pas de ça, on le fait en plus. Mais alors, là où on a un peu du mal à capter, c'est que l'essentiel de ces traités aujourd'hui servent à cadenasser, à institutionnaliser des politiques néolibérales, pro-marché, qui vont vraiment à l'inverse de ce que vous souhaitez. À quel moment on se dit qu'il n'y aura pas de conflit entre cette Assemblée de nos rêves qui va faire des politiques de progrès humain et puis ces traités qui sont foncièrement néolibéraux, au moins depuis les années 80? Il y a beaucoup d'éléments de réponse possibles. D'abord, si je puis dire, on n'a pas inventé le procédé. D'une certaine manière, sur la forme, le modèle, il nous était déjà tout donné par ce que l'Europe a fait au cœur de la crise, puisque précisément, tout s'est joué dans, d'une certaine manière, le contournement des traités de l'Union européenne. Puisque la réponse à la crise de la zone euro, ça a été en large part l'adoption du TSCG, du traité sur la stabilité, la cohérence et la gouvernance en Europe, le mécanisme européen de stabilité. Et donc, d'une certaine manière, ça serait, là encore, je peux inverser la question de la naïveté en disant, finalement, pourquoi est-ce que ce qu'il est parfaitement possible de faire pour sauver les banques, il serait impossible de le faire pour opérer une grève démocratique au cœur des institutions européennes. Effectivement, il y a une situation qui rend improbable, à court terme, la révision des traités européens. Est-ce que ça veut dire que rien n'est possible? Notre pari, c'est précisément de dire non. Ce qui a été possible au cœur de la crise, on peut le faire pour répondre à une urgence démocratique. À côté de ça, vous dites aussi, les traités sont cadenassés, ils cadenassent une politique néolibérale, etc. Oui et non. Les traités ne sont pas si cadenassés que cela. Je crois que précisément, l'histoire de l'Europe, l'histoire juridique de l'Europe, c'est une histoire qui montre à quel point il y a de la flexibilité, de la marge de manœuvre. On a sans cesse inventé, réinventé les choses, avec l'exemple que je viens de dire. Alors, peut-être que sur un passé récent, on les a en effet pas inventés dans un sens qui correspond aux aspirations ou aux préconisations qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est quand même important de garder à l'esprit que précisément, il y a de la marge de manœuvre. On essaye d'exploiter toutes les marges de manœuvre qui existent pour y faire entrer un projet qui est différemment orienté. C'est pour ça qu'on parle souvent d'intégration différenciée en Europe, parce que tous les pays ne sont pas à la même enseigne. Mais on va peut-être aborder avec Martine Orange des points précis sur lesquels il risque d'y avoir conflit. Oui, alors on va prendre quand même l'exemple où on reste dans un marché unique qui est quand même organisé avec une liberté de circulation des marchandises, une liberté des capitaux et normalement une liberté fiscale. Vous mettez par exemple il y a 6 pays, disons, qui adhèrent et qui décident de faire un impôt sur les sociétés. Je ne sais pas à combien vous avez imaginé, disons 33%. Oui, allez, on est à 37 même là. 37, voilà, 37%. 15 pour le budget européen et 22 minimum pour chaque pays, donc, 37 en tout. Mais il y a l'Irlande qui reste à 12,5 à côté. Vous allez avoir forcément à un moment des problèmes de cohérence, des problèmes de circulation, des problèmes de transfert. On les voit déjà dans cette zone qui est non intégrée et qui, on se dit, ça va encore s'ajouter encore ajouter des forces de déchirement et de centrifuge, si je puis dire, dans l'organisation de ce qui reste un marché unique. Et puisque vous êtes toujours dans les mêmes traités, comment vous faites ?
Alors, deux éléments de réponse. D'abord, en étant plus nombreux ensemble, on est plus fort pour mettre des sanctions aux territoires non coopératifs. Je prends juste un exemple. Le jour où les États-Unis ont menacé les banques suisses de leur retirer leur licence bancaire, les lois bancaires qui étaient censées ne jamais changer ont été modifiées. Et si la France, l'Allemagne, l'Italie, entourant la Suisse, avaient fait la même menace à la Suisse, il serait passé la même chose. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on est plusieurs... Donc le simple fait de pouvoir faire des menaces, France, Allemagne, Belgique, Italie, enfin déjà le simple fait d'être 2, 3, 4 plutôt que tout seul, ça change énormément de choses pour exiger des pays non coopératifs, que ce soit la Suisse, le Luxembourg ou l'Irlande, à l'être. Très concrètement, une façon sur l'impôt sur les sociétés de procéder, c'est d'ailleurs ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis entre les États fédérés américains, c'est de répartir les bénéfices mondiaux réalisés par les entreprises, ou en tout cas les bénéfices réalisés au niveau de l'Europe à 28, non pas comme elles l'entendent en tout remettant en Irlande et Luxembourg, mais en fonction des ventes de biens et services réalisés dans les différents pays. Donc nous, c'est la proposition qu'on fait dans notre budget, c'est-à-dire on dit, voilà, si à l'Assemblée franco-allemande, italo, la loi sur l'impôt sur la société qu'elle voterait, enfin c'est ça qu'on recommande en tout cas, ce serait de répartir les bénéfices mondiaux des entreprises opérant sur ces territoires en proportion de ce qu'elles ont vendu dans ces territoires, ce qui empêcherait complètement l'Irlande, le Luxembourg de faire ça. Ça n'a rien de révolutionnaire, c'est ce qui se passe à l'intérieur des États fédérés américains pour éviter justement que les uns les autres piquent l'assiette aux autres depuis toujours. Et si on ne l'a pas fait en Europe jusqu'ici, c'est une erreur. C'est aussi, si on ne l'a pas fait, parce que comme chaque pays est tout seul dans son coin, il n'a pas forcément le poids, ou il s'imagine qu'il n'a pas le poidd suffisant pour peser. Et ça changerait immédiatement. Alors, deuxième question. Vous spécifiez bien qu'il ne s'agit pas du tout de construire des mécanismes de transfert. Et qu'on reste, et que dans les chiffres que vous proposez, si j'ai bien compris, chaque pays retrouverait à peu près l'équivalent à 0,1% près de ce qu'il a mis dans la corbeille commune, si je puis dire. À quoi ça sert de faire tout cet échafaudage, si je puis dire, pour finalement qu'il n'y ait zéro transfert, alors qu'on sait bien qu'un des problèmes immenses qui sera certainement à la cause des crises prochaines de l'Europe et de la zone euro, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de transfert. Entre pays. C'est-à-dire que vous imaginez que... vous avancez comme ça, masqué, parce que vous dites c'est trop compliqué en ce moment. Si on avance, si on dit le mot transfert, tout le monde va nous tomber dessus et on ne va plus avancer. Ou c'est parce que malgré tout, vous pensez que même sans transfert, ça peut être opérant? Alors, d'abord, moi je voudrais dire clairement qu'il y a beaucoup de choses que ce projet ne fait pas et qu'il y a d'autres chapitres à ce nouveau traité à ajouter. Vous parliez sur la libre circulation, sur l'organisation du marché unique, sur l'organisation des traités commerciaux avec le reste du monde, sur l'organisation, la régulation de la monnaie, de la dette. Alors, il y a quelques articles là-dessus dans le traité sur la mutualisation des dettes au-delà de 60% du PIB. Il y a quelques articles sur la supervision de la BCE, notamment. Mais globalement, c'est très insuffisant ce qu'il y a sur tous les aspects. Commerce, monnaie, dette, c'est quand même des gros blocs. Hein. Donc, que fait ce traité? Il ne fait pas tout, mais il fait une chose, c'est de créer une souveraineté fiscale. C'est-à-dire de pouvoir avoir des impôts communs sur les hauts revenus, les hauts patrimoines, les bénéfices sociétés, le carbone. Ce n'est pas tout, mais ce n'est pas rien. Hein? Donc si on arrivait à faire ça, ce serait déjà formidable. Sur les transferts entre pays, l'article dans notre traité dit effectivement que les transferts nets entre pays ne doivent pas, associés à ce nouveau budget, ne doivent pas dépasser 0,1% du PIB. Alors, premièrement, si il y a un consensus entre les pays signataires pour porter ce seuil de 0,1% à 0,5%, à 1%, à 10% du PIB, on est très content et on préfère ça. Et on le dit clairement. Ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une excuse pour ne rien faire et ne rien proposer. Pourquoi? Parce qu'actuellement, de toute façon, déjà 0,1%, ça rajouterait quand même des transferts pas ridicules du tout. C'est-à-dire qu'actuellement, le transfert net fait par les pays les plus riches
comme l'Allemagne ou la France ou le Royaume-Uni, jusqu'à ce qu'ils décident de sortir, en partie à cause de ça d'ailleurs, c'était 0,2, entre 0,2 et 0,3. Donc, mine de rien, 0,1, ça rajoute d'un tiers la contribution nette de l'Allemagne ou de la France aux autres pays. Donc, faisons pas comme si c'était rien, ce serait déjà un premier point. Si les pays en question sont prêts à rentrer dans un mécanisme où ils sont prêts à contribuer plus, nous, on signe tout de suite. Pourquoi ce serait dommage de ne rien faire au motif qu'ils refusent ? Ce serait dommage parce qu'en vérité, même si on ne crée aucun transfert supplémentaire, même si le 0,1 était 0,001, eh bien, le fait de pouvoir avoir un impôt plus juste sur les bénéfices des grandes sociétés, sur les hauts revenus, sur les hauts patrimoines, même si on réutilisait les recettes au sein de l'Allemagne, au sein de la France, au sein de la Grèce, ce serait déjà un énorme progrès. Parce qu'au sein de chacun de ces pays, en Grèce, vous avez des riches Grecs qui ne payent pas assez d'impôts et des pauvres Grecs qui en payent trop. En Allemagne aussi, vous avez des pauvres Allemands, des bas salaires qui en payent trop par rapport à des riches Allemands qui n'en payent pas assez. Pareil en France. Donc, il ne faut pas tout réduire au transfert entre pays. Et je pense qu'en fait, cette construction de l'enjeu central européen comme étant un enjeu de transfert entre pays, c'est une construction qui est notamment actuellement poussée par tous les nationalistes d'Europe du Nord ou d'ailleurs, qui disent, voilà, tous vos projets de budget n'ont qu'un seul but, c'est de prendre l'argent aux pays qui travaillent dur pour les deux. Et donc, accepter de réduire le débat européen à cette question des transferts, c'est une énorme erreur. Parce que dans le fond, notamment pour ce qui concerne les pays de l'ouest de l'Europe, les revenus moyens, les richesses moyennes sont finalement pas très différentes les unes des autres. Donc l'enjeu, c'est plutôt de réduire les inégalités à l'intérieur des pays, et non pas entre les pays. Donc, pour résumer, si on peut réussir à convaincre tout le monde d'avoir, non pas 0,1%, ce qui serait déjà une augmentation d'un tiers des transferts par rapport à actuellement, donc, mais si on arrive à les convaincre de doubler les transferts, de tripler les transferts, de quadrupler les transferts, très bien, on est pour, avec Stéphanie, on n'hésite pas une seconde, mais surtout ne faites pas de ça un point de blocage en consistant à dire si on n'arrive pas à l'augmenter, alors on ne fait rien. Parce que ça, c'est une tentation qui existerait et qui serait une énorme erreur, parce que ce serait finalement une excuse pour ne rien proposer et ne rien faire. Troisième question, bon, on va parler, un des grands enjeux, c'est la transition écologique et les changements de modèle que ça suppose et les énormes moyens que ça suppose. Et donc, votre budget, justement, et vous l'imaginez pour permettre et financer cette transformation. Mais on se dit, quel est l'intérêt finalement de le transférer pour le revenir dans la mesure où, si j'ai bien compris, il n'y a aucun effet de levier qui est apporté dans votre montage, puisque on ne pourrait pas... il n'y a aucun effet de levier qui est apporté par ce montage, c'est-à-dire apporter des fonds supplémentaires pour la transition écologique au-delà de la mutualisation des fonds, quoi. Si on apporte des moyens vraiment très, très considérables. Et à peu près, pour résumer, on met 10 fois plus d'argent public sur la table que ce qu'il y a dans le plan Juncker, où souvent tous les plans européens d'investissement dans le cadre de la transition écologique, ça a consisté à faire beaucoup d'arnaques comptables. C'est-à-dire qu'on a le plan Juncker, on rappelle, c'est le président de la Commission européenne. Où ils annoncent des sommes qui, en fait, ils comptent 10 fois les mêmes sommes. Ils font, pour le coup, des effets de levier complètement délirants qui en fait, peuvent conduire d'ailleurs à des projets parfois spéculatifs et totalement inadaptés. Nous, je veux dire, la différence, ça, c'est qu'il y a du vrai argent public, précisément parce qu'il y a des vrais impôts derrière, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez mettre de l'argent public sur la table, il faut dire qui paye. C'est-à-dire, sinon, c'est pas sérieux, c'est pas crédible. Et donc, voilà, nous, il y a quand même un effet de levier, mais il y a un effet de levier qui est beaucoup moins. On n'est pas dans du 1 à 20 ou du 1 à 30 avec l'argent privé, on est dans du 1 à 4, du 1 à 5, mais donc avec une vraie participation publique qui permet à la puissance publique de peser et de ne pas financer n'importe quoi, et d'avoir vraiment un vrai contrôle. Donc, non, en termes de ressources, à nouveau, 4 points de PIB, bon, ça pourrait toujours être plus élevé, mais si je compare à l'état du New Deal américain des années 30, bon, qui est un point de comparaison comme un autre, on est sur des ordres de grandeur comparables en termes d'augmentation de la capacité publique à investir. Donc c'est pas, ça pourrait être plus, mais on commence vraiment à parler de sommes très, très, très importantes. Stéphanie Hennette, vous vouliez intervenir ? Oui, peut-être pour donner une autre version ou une autre manière de parler de tout ce que Thomas vient d'expliquer. Je crois que ce qui est important aussi à comprendre et qui
et le cœur peut-être moins technique, mais tout aussi important de la proposition, c'est de considérer que dans l'histoire politique et juridique des États, créer un budget, c'est un acte fondateur de la communauté politique. Et ce qui est intéressant dans la manière dont on a préfiguré, c'est une proposition bien sûr, mais dont on a préfiguré ce budget-là, c'est que au-delà des sommes, des montants, des proportions et justement de l'effet de levier que ça représente, c'est aussi l'affirmation à travers ces postes possibles de dépenses, à la fois de ces postes de dépenses comme bien commun, c'est-à-dire de vraiment dire la manière dont on traite, par exemple, la question des flux migratoires en Europe aujourd'hui, elle est profondément viciée par le caractère totalement disproportionné dont l'accueil des migrants pèse sur des pays comme l'Italie ou la Grèce, par exemple. Et donc, oui, c'est un geste politique de dire les migrants qui arrivent aux portes de l'Europe, c'est pas le problème des Grecs et des Italiens. C'est notre problème à tous. Et donc, c'est aussi ça qui se joue dans la définition des postes qui sont là. Et ça renvoie, ça c'est la partie de démocratisation par la politique, par le budget de démocratisation qu'on propose. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de passer aussi par une démocratisation par les institutions ? Parce que précisément, affirmer véritablement la lutte contre le réchauffement climatique, la transition écologique, l'innovation, le savoir et la formation, l'accueil des migrants comme des biens communs, eh bien ça prend appui précisément dans un nouvel espace de discussion politique, qui est l'espace proprement transnational qu'on crée avec l'Assemblée qui est là pour voter et pour discuter ce budget. Je voulais vous poser une question là-dessus. C'est très intéressant parce que quand Thomas Piketty prenait des exemples de sauts budgétaires, il prenait l'exemple des États-Unis, c'est-à-dire des États fédérés, justement. Et ce n'est pas des États-nations, c'est des États fédérés. Or, l'Union européenne, c'est une fédération. Si c'est une fédération d'États-nations et pas d'États fédérés. Est-ce que de placer les espoirs sur un Parlement, effectivement, ça permet plein de choses, comme vous dites, mais si c'est notamment au prorata de la population, donc chaque pays envoie en fonction de sa taille de population dans l'Europe ou dans le groupe qui décide de faire l'Assemblée, mais est-ce que ça ne vient pas contrecarrer un autre principe qu'on retrouve au Conseil européen quand c'est les chefs d'État qui discutent ensemble, qui est que chaque pays compte pour un, et au fond que les vies politiques restent quand même très nationales, et que c'est légitime que quand un État considère que sa préférence collective, historiquement enracinée dans le temps, est heurtée par une décision commune, eh bien, soit il bloque, soit il s'en va, quoi. Et là, j'ai l'impression que vous ne prenez pas en compte cette matière très conflictuelle entre États, quoi, et qui passe par la diplomatie. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un prisme auquel on a tous l'habitude de lire l'Europe, qui est le prisme soit souverainiste, soit fédéraliste, en gros. Bon. Là, effectivement, on essaye de faire exister un autre échelon de la conversation, qui est précisément l'échelon qui ne serait pas proprement supranational, mais bel et bien transnational. Et pour une large partie, c'est un niveau qui reste à inventer. Donc, c'est juste le prisme qui me paraît un peu décalé par rapport à la proposition. J'ai juste une question supplémentaire, c'est que vous misez beaucoup sur cette constitution de parlement, de nouveaux parlements, etc. On se dit quand même, quand on voit fonctionner aujourd'hui le Parlement européen, la question qu'on se pose obligatoirement, c'est en quoi votre Parlement échapperait aux logiques que l'on voit à l'œuvre au Parlement européen, où d'abord on voit la reconstitution des États en fonction de leurs intérêts qui transcendent bien souvent les courants politiques sur un certain nombre de questions, où on voit quelque chose de très lourd et de finalement peu démocratique, où on voit des captures par les intérêts financiers par des lobbies d'un certain nombre de questions. En quoi tel que vous l'avez imaginé, vous pouvez vous passer outre tout ce qu'on constate malheureusement sur le fonctionnement du Parlement européen aujourd'hui? Je ne suis pas sûre que notre proposition, mais en vérité, je ne suis pas sûre que quiconque ait la possibilité de garantir la solution parfaite pour qu'il n'y ait aucun dévoiement du parlementarisme, quel qu'il soit.
Mais néanmoins, cette assemblée parlementaire, elle a quand même, comme le rappelait Thomas tout à l'heure, telle qu'on l'a imaginé, elle a des prérogatives très singulières qui sont véritablement des prérogatives qui lui permettent de peser sur l'orientation et le contrôle du gouvernement de l'Europe. C'est une assemblée souveraine. Et donc, malgré tout, on a quand même ici quelque chose, une affirmation très forte de l'institution dont ne jouit pas exactement le Parlement européen tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un des éléments qui permet de faire le pari d'une différence. L'autre, effectivement, c'est ce que je disais il y a un instant sur la création d'un espace parlementaire véritablement transnational, sur ce que disait Thomas sur le fait qu'il y a aussi un pari sur l'européanisation des élections nationales, sur la création d'un autre rapport entre les électeurs et les élus, précisément à raison de cette nouvelle charge directement européenne qu'ils auraient. Voilà, nous, on peut dire que voilà les éléments positifs qu'on a imaginés au service de notre proposition. Garantir qu'on a la solution à tout, je crois que c'est pas du tout notre ambition ou notre prétention. Je veux vraiment dire, nous, notre ambition dans cette proposition, c'est pas de dire, voilà, on a le truc parfait, signé en bas à droite. On est vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est juste de contribuer à sortir le débat européen de la désespérance. Parce que c'est trop facile sur les questions européennes de toujours critiquer toutes les propositions et de rien proposer. Et donc, il est urgent que chacun s'astreigne à un peu de discipline. C'est-à-dire qu'on a le droit de tout critiquer à condition de dire sur la table comment on veut modifier les choses et quel autre article on rajouterait qui serait supérieur. Parce que là, sinon, on est en train de crever sur pied à simplement attendre que les pays sortent les uns après les autres, que les pays élisent les uns après les autres des gouvernements anti-européens dont le seul projet est de faire la chasse aux étrangers, la chasse aux réfugiés. Et c'est ça qu'on est en train d'avoir là. Donc l'idée qu'on peut juste attendre comme ça, sans modifier des choses fondamentales à l'exercice de la souveraineté en Europe. Parce qu'au-delà des mots, fédération, pas fédération, etc., une assemblée souveraine qui a le dernier mot pour voter des impôts, ça, c'est vraiment de la souveraineté. On est au cœur de la souveraineté, hein, voter des impôts. Donc on est... Après, est-ce qu'il faut plus de sièges sur les petits pays, qui est ce que je comprenais de votre question? C'est une vraie question. C'est vrai que nous, on est sur un schéma où on est quand même principalement sur la proportion des populations, avec quand même un nombre de sièges minimum pour les petits pays, qui pourrait être augmenté. À partir du moment où on est dans l'impôt, c'est quand même normal qu'un citoyen français ou allemand ne pèse pas un dixième d'un citoyen belge. Donc après, il y a un équilibre à trouver, mais je suis sûr qu'à partir du moment où on rentre dans une matière vraiment de rentrer dans les pactes sociaux, fiscaux des États, il faut que chaque citoyen pèse, peut-être pas exactement pareil, mais enfin, si, quand même, c'est quand même mieux. Hein, c'est quand même pas facile de convaincre les populations françaises, allemandes, italiennes, espagnoles de rentrer dans un système d'impôts communs sans que leurs citoyens pèsent autant que ceux qui habitent dans des pays moins peuplés. On s'achemine vers les dernières questions. Quand même, vous nous dites, oui, en fait, maintenant, avant de critiquer les propositions qui sont sur la table, il faut en apporter à ce moment-là de nouvelles ou des alternatives. Certains pourraient vous répondre, mais en fait, nous, on considère qu'il n'y a plus que le conflit qui marche et d'assumer le conflit plutôt que des solutions coopératives. Mais le conflit, il faut bien reconstruire le lendemain matin. Non, mais attendez, je présente et j'amène ma question. Et donc, d'où ma question. Comment, puisque vous cherchez à reconstruire à la coopération, comment vous, pour que cette initiative, elle ait, on va dire, quelque chose, un poids significatif, il faudrait effectivement, comme vous l'avez dit d'ailleurs, convaincre des grands pays, pas seulement la Belgique, mais aussi des grands pays, et notamment le partenaire allemand. Comment vous essayez de convaincre ces pays dits du Nord, notamment l'Allemagne, qui ont pour l'instant des préférences qui ne vont pas tellement dans votre sens, et comment vous espérez avoir une assemblée qui va faire les dépenses qu'on a vues tout à l'heure sur le graphique, alors que structurellement, je veux dire, depuis les années 50, on a des majorités qui sont structurellement à droite en Europe, quoi. Alors, moi, dans deux éléments de réponse très rapidement. Et on entendra aussi Stéphanie Annette, on essaye de répartir la parole, mais allez-y. Le premier, c'est que je pense que même un député CDU en a marre que les petites et moyennes entreprises allemandes payent plus d'impôts que les GAFA et que les multinationales. Et donc je pense que placer dans une assemblée européenne qui voterait un impôt commun sur les bénéfices des grandes sociétés, même avec une majorité de centre droit, on aurait des choses moins absurdes que ce qu'on a actuellement. Ça, c'est le premier élément de réponse. Et je pense que c'est possible à froid,
que les gouvernements français et allemands le comprennent, y compris avec le gouvernement français et allemand. Ils ont dit récemment, on va faire une assemblée parlementaire franco-allemande pour discuter des questions de défense. Il ferait mieux de faire une assemblée franco-allemande souveraine pour voter non seulement une taxe GAFA, mais un impôt commun sur la société, etc. Après, est-ce qu'on croit... Il peut y avoir un marchandage sur les deux, d'ailleurs. Est-ce qu'on croit que ça va se faire à froid? Moi, c'est quand même pas mon hypothèse préférée. Je pense que ce sont des crises qui peuvent être des crises financières, qui peuvent se passer en Italie, qui peuvent se passer ailleurs, qui peuvent être des crises politiques, qui peuvent aussi se passer en Italie, qui peuvent se passer en France, qui peuvent se passer donc des votes avec des rapports de force qui sont établis. Et moi, les stratégies qui sont celles, par exemple, de la France insoumise en France, qui est de dire il faut faire un rapport de force, je le comprends parfaitement. Sauf que il faut qu'il y ait un débouché politique au rapport de force. C'est-à-dire, c'est bien de faire un rapport de force, de dire on veut l'harmonisation fiscale, on veut aussi. Mais ensuite, l'harmonisation fiscale, il faudra bien une assemblée pour la voter, il faudra bien une gouvernance démocratique pour adopter ces impôts, cette justice fiscale. Ça ne va pas être le président français, le chancelier allemand, qui, avec leurs petites mains, écrivent tout sur un moment. Il faut quand même de l'assemblée démocratique. Donc, moi, je pense qu'on va sans doute au-devant de très graves crises en Europe, dont on ne sait pas exactement d'où elles viendront, mais cette idée que les institutions européennes ne bougeront pas dans les 30 prochaines années et qu'on n'a pas le droit de parler de changement, ça, là, pour le coup, c'est ça qui me paraît très naïf. Et je pense qu'il faut s'y préparer à ces crises, et nous, on essaye de contribuer à ça, mais maintenant, il faut en faire beaucoup plus. Mais il faut que tout le monde s'empare de ce débat. On peut pas, parce que si on attend après les élections pour en parler, il y a un risque qu'on ne voit pas grand-chose et que ce soit trop tard. Peut-être Stéphanie Hennette sur le sujet. Oui, ce que vous posiez la question de savoir si finalement aujourd'hui la seule solution d'une certaine manière c'est pas d'assumer le conflit. Je crois que notre proposition, elle peut tout à fait être lue à ce prisme. Elle prend d'abord en très large partie sa naissance dans l'observation de ce qui s'est passé avec la crise grecque qui culmine en 2015 et après. Aujourd'hui, si une situation semblable se produit à nouveau, on vit la même chose. C'est-à-dire on n'a pas vraiment tiré dans ses... Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Pire même. Voilà, ou pire. Donc, c'est quand même pas du tout satisfaisant. Et effectivement, l'idée de créer un rapport de force à l'intérieur de l'Union européenne, je crois que, typiquement, on crée un rapport de force, par exemple, avec une proposition concrète, ça peut être celle-là, ça peut être certaines autres, mais une proposition concrète qui, précisément, de par la forme juridique qu'on a discuté tout à l'heure, qu'elle prend, etc., peut être enclenchée, peut être mise en branle aujourd'hui par ceux qui veulent avancer. Vous l'avez dit, c'est peut-être pas créer le conflit, enfin c'est créer quelque chose comme un rapport de force, si on veut le dire. D'accord. Alors cette proposition, d'ailleurs, elle est portée, vous l'avez dit, par des universitaires de plusieurs pays. Il faut qu'elle soit aussi portée par des forces politiques, du coup, pour que ça ait un impact sur la suite. Bon, j'ai rappelé tout à l'heure que ça s'était pas très bien fini avec Benoît Hamon. Concrètement, là, vous espérez que quel type de formation, de leader s'empare de ça? Vous avez un peu... il y en a. D'abord, dans la liste, vous verrez qu'il y a des responsables politiques de Podemos en Espagne, de Die Linke en Allemagne, il y a des Italiens, Massimo D'Alema, il y a des Français, il y a des Français qu'on voudrait plus nombreux. Alors c'est vrai que, par exemple, on l'a proposé à tout le monde. Après, les gens ils ont besoin de temps. Donc, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon nous ont dit tout ça est très intéressant, il faut qu'on y réfléchisse, on ne peut pas comme ça adopter ça comme ça. Dont acte. Je veux dire, il faut un débat. Après, bon voilà, j'ai hâte de voir les étapes futures du débat. C'est-à-dire, je pense que dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, au moins autant que dans celui de Benoît Hamon, il y a quand même vraiment la question de voilà, on crée un rapport de force, on dit qu'on veut sortir de l'Europe actuelle. Maintenant, dans quelle autre Europe on veut rentrer? C'est ça, c'est à un moment, c'est quand même la question, c'est la question centrale, parce que là, je ne sais pas ce qui s'est passé là ce soir sur le vote à Londres sur Theresa May, mais quand même cette histoire de Brexit, rappelons-nous quand même que la stratégie de Cameron, c'était de dire, moi, je vais renégocier les traités, je ferai un référendum, je vous dirai à la fin si j'étais content de la renégociation. Il a dit à ses électeurs, bon, finalement, je suis content, votez oui. Pas de chance, ils ont voté non. Et sauf que personne n'avait parlé de ce qu'il y aurait comme nouveau traité ensuite. Et là, on se retrouve dans cette histoire de fou. Les gens se rendent compte qu'en fait, personne ne sait pourquoi les Britanniques ont voté. Personne ne sait s'ils ont voté pour la libre circulation, etc. Et bon, moi, j'espère qu'ils vont finir par revenir. Mais donc, à un moment, c'est bien de sortir, mais c'est encore mieux de dire dans quoi on veut rentrer. Dernière question, peut-être, Martine Orange. Oui, alors vous avez beaucoup insisté sur la fiscalité, mais il y a, comme vous le disiez aussi, il y a beaucoup d'autres chantiers, beaucoup de chantiers qui n'ont pas été évoqués, qui est la monnaie, qui est la dette,
tous les instruments de relance aussi d'un espace économique européen. C'est volontairement ou parce que vous estimez que il fallait d'abord attaquer la fiscalité, ou vous considérez que c'est trop compliqué de rentrer dans ces projets-là, parce que là, on pourrait à nouveau toucher les traités, et qu'il faut surtout pas trop, et il y a un espèce de tabou sur les traités existants Non. Alors, d'abord, il y a un article sur la mise en commun des dettes qui est quand même très important, qui donne la possibilité de mettre en commun les dettes publiques au-delà de 60% du PIB. Donc, en fait, c'est très important. Hein. Et ce serait l'Assemblée européenne qui aurait la main sur cette dette mutualisée. Donc alors là, ça devrait être creusé. C'est-à-dire, très franchement, il y a un article là-dessus qui va tellement loin qu'en fait, ça mériterait, il y a des procédures, il y a d'autres articles qu'il faudrait ajouter. Donc ça, on le reconnaît, c'est une partie, on indique une piste, mais ça devrait être creusé. C'est-à-dire, il faudrait rajouter d'autres articles, c'est une autre partie du traité qui devrait traiter plus à fond la question de la mise en commun des dettes. Sur la monnaie, on a des articles qui quand même donnent des pouvoirs à cette Assemblée européenne pour auditionner les responsables de la Banque Centrale Européenne, qui apporteraient quand même une réelle démocratisation de la Banque Centrale Européenne. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais c'est vrai qu'il y a quand même toute une partie sur le contrôle du gouvernement de l'Europe et qui vise justement à créer des procédures pour gérer, le cas échéant, de nouvelles situations où il y a des mécanismes d'assistance financière, etc., pour associer véritablement l'Assemblée au contrôle. Et c'est pas rien, c'est vraiment pas rien, parce que c'est précisément ce qui ne s'est pas produit jusqu'à présent. Mais c'est pas suffisant. C'est vrai que notre traité, il investit une zone qui pour l'instant n'existe pas, qui est la souveraineté fiscale pour introduire la justice fiscale. C'est vrai que c'est son point central. Mais sur les traités commerciaux, sur l'organisation de la BCE, sur tout un tas d'autres sujets, eh ben oui, il y a d'autres traités qu'il faudra réécrire, ça, on est bien d'accord. On vous remercie, Thomas Piketty, Stéphanie Hennette, pour avoir présenté ce projet. Je crois qu'on l'a largement évoqué. Et je vous invite à revoir peut-être cette émission ou certaines parties sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Je rappelle l'offre d'abonnement assez exceptionnelle puisqu'elle court jusqu'à minuit. Pour 20 €, vous avez accès à 6 mois de Mediapart. Et on se retrouve pour le dernier Mediapart Live 2018, le 19 décembre, mercredi prochain à 19 h.